les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football de l'entrée au dessert. Et aujourd'hui, bah voilà, petit plat espagnol, ça faisait un petit moment de base. Le grand chef, le grand spécialiste, bah sur mon écran en tout cas, il est tout en bas, je sais pas chez vous, mais je pense que vous aussi. C'est le bon vieux Edson, qui a attrapé quelques cheveux blancs, je pense, dû au match, dû au match d'hier, parce que pour savoir, du coup là, on tourne le lendemain je sais même pas quoi mettre, la grande fessée, si on doit dire ça comme ça, Ah, de celle-ci, quoi. l'Atlético contre le Barça. Edson, malgré tout, comment tu vas? Ah, bah écoute, tranquille, ça va, hein. On peut dire c'est une fessée déculottée, mais vu qu'on est un peu dans le thème de la cuisine, tu vois, on va dire qu'on s'est fait bien cuisiner, on s'est fait mettre au four et ça a donné une carbonade flamande. Ici, on dit la carbonade flamande, mais moi, j'aimerais dire que c'est une carbonade catalane pour le coup, parce que bon, on est passé par tous les états un peu très dépréciatifs, malheureusement, de cette rencontre, tu vois. Mais on en parlera, t'inquiète. Là, j'ai pas envie d'en parler. Comme tu le dis, il y a quelques cheveux blancs qui sont apparus plutôt. Du coup, bon, même tellement la défaite, elle était choquante, j'en perds mon latin carrément. Donc bon, voilà. J'ai envie de te dire, c'est comme ça. C'est la saison du Barça, malheureusement. On ne peut rien y faire. On en parlera bien, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais du coup, on n'est pas seul, on n'est pas que deux. Cette fois-ci, le coach Charbot est avec nous, le monsieur Coupe d'Europe, monsieur Ligue des Champions, cette fois-ci, avait envie de nous rejoindre. Charbot, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va, merci encore pour l'invitation pour cette émission. Effectivement, j'avais envie de cuisiner un peu espagnol aujourd'hui et je pense qu'il y a de quoi se régaler là. J'espère que les gens qui vont écouter l'émission, vont être prêts, ils vont avoir le ventre bien vide parce que je pense qu'on va bien bien le remplir là. Je pense que là on est Ah, sur entrée, plat, dessert, même il y a un Dijon, je pense à la fin avec Ah ce qu'on oui, va moi, dire, j'ai hâte. je pense. Moi, j'ai hâte, moi j'ai hâte. Pour le coup, on a deux bons cuisiniers très portés sur la tactique et sur les petites takes qui peuvent piquer certains, mais qui peuvent toujours être aussi pertinentes, n'est-ce pas, mon bon Ethan? Mais voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Parce que voilà, comme je l'ai dit, on est le lendemain de la défaite du Barça, grosse défaite 4-0 contre l'Atlético Madrid. Euh, le Barça a aussi démontré, en tout cas, moi j'ai l'impression, une vraie faille défensive, mais qui ne date pas du match d'hier. Je veux dire, c'est quelque chose qui est répété depuis un moment, surtout cette saison. Mais pas que cette saison. Je pense qu'en Ligue des Champions, la saison passée, il y avait quelques sauts de concentration si on oublie notre bon gorille à Roro qu'on salue. Voilà, on espère qu'il va mieux. Voilà, on le respecte, on espère qu'il va mieux. Mais voilà, on sait que la défense n'est pas le point fort du Barça, mais actuellement c'est vraiment très compliqué. Et à côté, on a le Real, parce que ce sont les deux clubs dont on va parler aujourd'hui, qui semble être une institution, dites-moi si je me trompe, une institution gangrénée par de plus en plus d'immaturité et d'ego. Alors du coup, forcément, bah, la question se pose, qui actuellement vit la pire saison? Parce que de l'autre côté, ça reste deux clubs qui, hypothétiquement parlant, théoriquement parlant, peuvent très bien finir avec un doublé. Championnat, Ligue des Champions. Théoriquement, sur le papier. Alors, sur la calculette, personne ne dit que c'est impossible. Donc du coup, au final, comment considérer actuellement la saison du Real, la saison du Barça, qui semblent tous les deux dans leur point faible, pardon, comme Edson, j'en perds mon latin, être complètement de plus en plus nazes, vraiment dans leur point faible, je veux dire, mais de l'autre côté, sont toujours sur les deux tableaux et sont toujours capables de gagner. Donc c'est un peu une question que j'ai envie de nous poser aujourd'hui durant tout le long de l'émission sous différentes questions. Et donc déjà, comment qualifier cette saison jusque maintenant du Real et du Barça? Coach K, c'est toi l'invité de l'Auberge espagnol aujourd'hui, donc allez, à toi l'honneur. Bah écoute, t'as un peu bien résumé la situation. On est quand même sur deux mastodontes du football mondial. On n'est pas que sur des grosses équipes espagnoles, on est sur des grosses équipes qui ont une dimension quand même internationale très très importante. Sur les scènes européennes, c'est les équipes qu'on attend le plus. Euh, pour moi, le Real, on est sur un Real qui est balbutiant, et pourtant qui s'accroche toujours. À un moment donné, ils étaient quand même troisième de Ligue des Champions. Tu sais pas trop comment ils étaient là.
C'est même pas. Tu regardais leur parcours, t'as l'impression que ça jouait tellement mal que ça méritait pas d'être là, mais ça a eu le mérite de gagner ses matchs, sauf le dernier contre Benfica. Euh, En championnat, t'as l'impression qu'ils sont largués parce que moi, des fois, je regarde le Barça, ils gagnent, ils enchaînent, ça joue bien. Et tu regardes le Real, ça gagne 2-1 à Rayo Vallecano sur deux pénaltys. Tu vois Mbappé, tu vois les titres, tu vois Mbappé MVP et tu regardes le classement, il y a 2 points d'écart. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, on est sur deux équipes qui sont très proches, mais en même temps très éloignées dans le jeu, parce que le Barça, ça déroule, ça, c'est pas le Barça 2009 ou 2011, C'est sûr. ça retravaille, mais sous Flick, depuis 2 ans, ça joue très bien au foot. Et le Real, bah, depuis le départ d'Ancelotti, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, parce que moi, on va quand même, hein, c'est pas On y parce que vient déjà. tu, Tu c'est mets pas déjà le pied parce dans le que plat. tu, c'est pas parce que tu mets 40, 50, 60 buts à l'année que c'est toi qui fais tout ça. Moi, je vais me concentrer un peu plus sur le Real parce que je suis un peu plus le Real. Euh, L'arrivée de Xabi Alonso, moi, je m'étais dit, ça y est, ça va repartir, ça va redynamiser quelque chose. Je pense qu'Ancelotti est en fin de cycle et qu'il laissait un peu les joueurs faire ce qu'ils voulaient. En tout cas, on avait l'impression, mais en fait, non, il les tenait. Mais il les tenait parce qu'ils avaient confiance en lui. Un coach y arrive, il veut tout, il veut changer beaucoup de choses. Mais lui, il a été plus tenu par la direction. Je pense qu'Ancelotti, quand Pérez lui disait quelque chose, il écoutait. Il disait ouais, d'accord, mais il n'appliquait pas forcément. Là où chez Alonso, il a essayé de faire plaisir à tout le monde. Et le problème, quand tu veux faire plaisir à tout le monde, c'est que tu fais plaisir à personne. Tu t'es fâché avec des joueurs qui, eux, t'auraient pas lâché. Malheureusement, tu t'es entaché d'un joueur qui, bah, ok, sur le terrain, il marque, mais derrière, il te plombe. Et Et c'est un peu le problème que j'ai avec Kylian Mbappé, c'est qu'il est, comme le disait Cazard, il est souvent sur les lieux du crime, mais on le considère jamais comme un suspect. Alors qu'il est tout le J'ai temps référence à sur les l'interview de lieux du Kazar crime. chez Cool Interview. Ouais. À chaque fois qu'un club crame, il est quand même là, hein. Mais vu qu'il marque tellement de buts, on se dit, mais attends, mais si sans lui, ça jouerait super mal. Alors qu'il y a eu une petite période de décembre à janvier, là, où il était blessé, avant qu'il revienne ou tout faire capoter à la Super Coupe d'Espagne. Bah, le Real, ça jouait très très bien sous Gonzalo. Ou même cet été, là, quand Xabi Alonso il arrive et qu'il n'est pas Du là. monde des clubs. Ouais, ça jouait quand même super bien avec un vrai neuf. Où Bellingham faisait les courses ou tout ça. Et on se dit, c'est quand même bizarre. Mais il, il soigne trop son image, c'est un joueur trop lisse. On peut pas lui en vouloir de beaucoup de choses parce que si on est factuel, un numéro 9 tu demandes de marquer des buts. C'est, parce que si tu mets Ferran, c'est tout bête, tu mets Ferran Torres à la place. Tu dis, bah Ferran Torres, il faut qu'il laisse s'asseoir Le sur le chouchou banc. d'Edson. Alors là, t'en casse pas, Edson, je te lance dessus juste après. Obligé. Et tu, 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 tu mets Ferran Torres à la place de Mbappé, peut-être que tu gagneras plus de matchs, mais il marquera moins de buts. C'est ce qui s'est passé avec Rossellou finalement. Et on a tout gagné. Donc, même si pour moi, au milieu de terrain, il fallait remplacer Kroos et Modric aussi, ça, ce qui n'a pas été fait correctement aussi. Il y a des cadres à renouveler sur toutes les lignes, sauf ton gardien de but. Mais Courtois, il va pas non plus il va pas sauver l'équipe chaque année non plus. Il y a des choses à travailler, mais déjà, je pense que si tu remets les vrais soldats, c'est-à-dire Vini, Rodrigo et Bellingham et Valverde dans le bon sens, bah déjà, je pense que tu as gagné quelque chose. Et je pense Ok. qu'Arbeloa, il veut se fâcher avec eux. Donc, bah, de toute façon, même s'il sait qu'il vient un peu en pompier, bah, je vois aucun coach aujourd'hui de renom qui se dit, tiens, je vais aller m'asseoir sur le banc du Real Madrid. C'est pas possible. Ouais. Tu mets déjà les pieds dans le plat. Donc là, c'est déjà top. On est en plein dedans. Donc du coup, Edson, je te fais la passe directement. Toi, ton avis sur le Real, pardon. Parce que là, on est encore un peu sur le Real. Donc à ce niveau-là, tu en penses quoi, toi? Alors, mon avis sur le Real, avant de commencer de décortiquer le cadavre du Real, je vais déjà passer par l'accueil de l'hosto et dire une chose. Pour moi, encore une fois, pour répondre à ta question initiale,
il n'y a pas lieu de comparer la saison du Real et la saison du Barça, parce que, bon, encore une fois, comme l'a dit le grand coach, euh, je suis désolé, les dynamiques ne sont pas les mêmes depuis 2 saisons. On est plus sur une dynamique montante et pour le Barça, pardon, montante pour le Barça et une dynamique descendante pour le Real, ce depuis 2 saisons désormais. Donc pour moi, le fait de comparer les saisons, ça n'a pas de sens. Ok, le Barça aura par moment des petits trous d'aération, mais le Real, les, les problèmes, ils sont institutionnels sur le terrain et dans le vestiaire. Alors que le Barça, en tant que tel, c'est juste des moments de méforme, quoi, et des moments un peu d'absence intellectuelle au sein de la défense. C'est tout, pour moi, en tout cas. Donc, pour enfin mettre les pieds dans le plat, euh, par rapport au Real, je vais venir d'abord sur le problème institutionnel qui est Florentino Pérez. Je pense qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs. Florentino Pérez qui, pour moi, depuis un peu plus de 10 ans désormais, en tout cas à la grande entame de la décennie 2020, n'a aucune ligne directrice en termes de gestion du Real Madrid. On a l'impression qu'il fait plutôt la course à la prochaine pépite, sur qui surenchérir, etc. Fut un temps, quand je dis fut un temps, il y avait 3 ans, il avait un gros fantasme de Brésilien. Il est parti chercher le prochain Neymar. On sent vraiment que ce dossier-là, il l'avait traumatisé. Donc, il a fait la course aux Brésiliens. Hendrick, Rodrigo, Vinicius Junior. Ça a marché pour les deux premiers, Rodrigo et Vinicius, mais derrière, Hendrick, ça ne marche pas. Mais on sent que de manière générale, il ne cherche pas à construire une équipe fonctionnelle, il cherche à recréer constamment une nouvelle saison des Galactiques. Il y a eu les Galactiques dans les années 2000, il y a eu les Galactiques dans les années 2010. C'est plutôt la version année 2010 qui a marché, et du coup, il essaie vraiment de recréer constamment cette époque du Real-là, au lieu de penser à créer une équipe avec un certain équilibre. Mais ce qui est paradoxal et ce qui est choquant avec ce mec, c'est que ce genre d'échec rocambolesque, il a déjà expérimenté. Parce que dans les années 2000, il y avait une équipe très équilibrée, l'équipe qui va chercher la Ligue des Champions en 2000 et en 2002. Il y a un certain équilibre. Il n'y a pas que les stars, il y a des joueurs un peu de l'ombre, entre guillemets, comme Claude Makélélé. Aujourd'hui, est-ce que le Real a un véritable 6 comme Claude Makélélé? J'en doute. Ou alors du profil de Makélélé ou de Casimiro, j'en doute. Il y avait Makélélé, il y avait des joueurs de discipline comme Michel Salgado à l'époque. Donc tout ça pour dire que dans la construction d'une équipe, tu ne peux pas avoir que des stars ou alors la dernière pépite qui vient d'avoir 98 de potentiel sur Football Manager. Tu ne peux pas construire une équipe comme ça. Et dire ça à Florentino Pérez aujourd'hui, c'est risquer son taf. Parce qu'aujourd'hui, bah, Carlo Ancelotti, avant de partir du Real, il avait demandé à remplacer Kroos et Modric. Ça n'a pas du tout été fait. Monsieur, il est parti chercher des profils encore plus offensifs, excusez-moi, mais ça n'a pas de sens derrière. C'est pas étonnant aujourd'hui que la meilleure recrue du mercato du Real, ce soit Alvaro Carreras. Parce qu'encore une fois, on demande des profils et non des noms. Et ça, Florentino Pérez, tu ne peux pas lui dire ça parce qu'il a un gros ego et il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il a une certaine méconnaissance du football. Parce que c'est ça aussi le problème avec ce mec-là. Et je pense que il a besoin d'une marionnette, il a besoin d'être entouré de yes men. Et c'est quelque chose qui ne lui convenait pas avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, pour le coup, je vais rebondir dessus. Je suis pas d'accord avec le coach, avec son analyse de Xabi Alonso. Pour moi, Xabi Alonso, c'est un mec qui a besoin d'avoir la main sur absolument tous les paramètres. C'est un manager, c'est pas qu'un coach. Et on l'a vu avec le Bayer Leverkusen. Aujourd'hui, on va pas me dire que l'équipe du Real est moins talentueuse qu'une équipe du Bayer Leverkusen qui a tout raflé sous Xabi Alonso, par exemple. On va pas me dire que Ezequiel Palacios est plus fort que Jude Bellingham. Et pourtant, sous Xabi Alonso, ce sont des joueurs qui l'affermaient, qui se mettaient au travail, qui avaient une éthique de travail irréprochable. Et aujourd'hui, ça a marché. Le Bayer Leverkusen n'est pas non plus une plus grosse institution que le Real. Donc pourquoi ça marche avec Xabi Alonso là-bas et ça ne marche pas avec de meilleurs outils au Real Madrid? Parce que, encore une fois, Florentino Pérez veut disposer d'une marionnette. Et il a une super marionnette en la personne d'Alvaro Arbeloa aujourd'hui. Donc le côté institutionnel, c'est vraiment ça le problème. Sur le terrain, on va en venir aux joueurs. L'effectif, il est mal construit. Aujourd'hui, je vais faire le parallèle avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le problème, c'est le milieu de terrain où on a
trois milieux de terrain qui peuvent jouer à la fois 8 et 6. Sangaré, Kessié, Seko Fofana. On va pas se mentir, il n'y a pas de complémentarité, c'est quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui. Donc, on retrouve surtout ça au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, il y a des profils percutants au milieu de terrain, il y a des profils défensifs et il y a des profils de box-to-box, c'est-à-dire Jude Bellingham ainsi que Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. On n'a pas vraiment de milieu créateur qui va prendre le ballon, casser des lignes, aller constamment vers l'avant, éliminer sur le dribble. Il n'y a plus ça au Real Madrid. Luka Modric, on disait qu'il était éternel, mais excusez-moi, c'est encore un humain. Et maintenant que ces gens-là, ils sont partis, on voit aujourd'hui la grosse faille technique au niveau du Real Madrid. Et aujourd'hui, la grosse faille en termes de profil. Jude Bellingham, c'est pas un milieu créateur. C'est vrai, en le positionnant en 10, c'est un mec des 30 derniers mètres. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas un créateur. Voilà. C'est quelqu'un qui va partir de l'arrière et de finir des actions, qui sera au charbon aussi dans les deux surfaces, dans sa propre surface pour défendre, dans sa surface pour finir les actions. On a Aurélien Tchouaméni qui a un profil hybride. Et aujourd'hui, on a Arda Güler, pardon, mais c'est pas du calibre Real Madrid, même si c'est un créatif, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu manques de milieu créatif au Real Madrid. Donc, le jeu, il est soporifique. Xabi Alonso qui se ramène, qui essaie vraiment de, justement, pallier à ce manque de créativité avec un système bien rodé qui demande des efforts. Il se heurte à des enfants pourri gâtés qui ont bénéficié du Club Med qu'Ancelotti a installé lors des 3 dernières saisons. Et aujourd'hui, il se trouve face à un coach qui veut travailler. Et aujourd'hui, les mecs se plaignent, comme par hasard. C'est étonnant. Et au final, on se retrouve avec des profils comme Alvaro Carreras, qui ne sont pas des stars, mais qui sont des travailleurs. Et comme par hasard, pour moi, c'est la meilleure recrue du Real Madrid à l'été 2025. Comme par hasard, dans cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, des mecs refusent de presser. Des petits 2000, des mecs nés en 2000 qui se permettent de parler mal à des légendes comme Xabi Alonso, excusez-moi, il y a vraiment un problème de fond en comble dans ce club. Et pour moi, c'est incomparable avec la situation du Barça, pour le coup. Donc Je vraiment, vais quand même, il y a un problème structurel en institution, quoi. je vais quand même aller dans la comparaison, pourquoi pas dans le fait de comparer les dynamiques juste institutionnelles, où là, clairement, il n'y a pas photo. Oui. Mais dans la construction de l'effectif, notamment, la défaite du Barça récemment, hier, contre Mhm. l'Atlético de Madrid, sans Pedri, sans Rafinha, m'a fait poser Mhm. la question de est-ce que, comme le Real qui a semblé montrer une dépendance soit à Kylian tantôt, soit à Modric qui n'est plus là, mais qui, du coup, une dépendance à un meneur de jeu de qualité qui n'est plus là Mhm. d'un autre temps, est-ce que le Barça aussi pourrait, avec ce match et avec les autres matchs qu'on a vus où il n'y avait pas Pedri, où il n'y avait pas Rafinha, pourrait Mhm. montrer une dépendance un peu trop forte pour un club de ce niveau-là, qui normalement devrait avoir un système avec des joueurs presque interchangeables, qui sont de qualité, une dépendance un peu trop forte à ces deux joueurs, Pedri et Rafinha, sachant que contre l'Atlético Madrid, il y avait quand même Yamal, il y avait Dani Olmo qui a été acheté avec une hype incroyable, il y avait Ferran Torres dont on parlait au tout début comme le Shark. Après, on a bien vu son talent, enfin son manque de talent plutôt. Voilà. On a parlé des pépites. Ouais, il y a Casado, ouais, ceci, cela. Au final, pour voir une vraie différence de niveau de jeu, je trouve, sans Pedri, sans Rafinha. Est-ce que on peut parler déjà de risque de dépendance? Parce que c'est vrai que si on s'arrête à aujourd'hui, on analyse le foot d'aujourd'hui, on se dit, bah, c'est pas grave, ils sont encore premiers partout, ils peuvent jouer tous les titres. Mais si on essaye d'anticiper sur un déclin, quand je dis un déclin, je parle pas d'une relégation, mais d'un déclin par rapport à la pente ascendante justement que le Barça est en train de prendre, bah, si on essaie d'anticiper, est-ce qu'on pourrait pas se dire voilà, que le déclin pourrait se faire si le Barça ne parvient pas à jouer sans Pedri, sans Rafinha, de la même manière que le Real semble avoir du mal à jouer peut-être sans Kylian. Voilà, est-ce que les deux clubs montrent un peu une dépendance trop forte pour ce qu'ils sont, des grands clubs au niveau mondial qui ne peuvent pas dépendre d'un ou deux joueurs. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je voulais un peu avoir aussi votre avis par rapport à cette possible dépendance. D'accord. Bon, par rapport au Real, je rejoins coach que le Real dépend effectivement de Kylian Mbappé, mais pas de la bonne manière. Parce que, encore une fois, il a dit quelque chose qui est excellent.
c'est qu'on le retrouve souvent sous les lieux du crime. Parce que au PSG, à partir de la saison 2021-2022, où il s'est prolongé, mais à des conditions. Il faut insister sur, il se fait prolonger à des conditions. Lorsque le PSG devient vraiment le Mbappé Saint-Germain, faut dire les termes, euh, il a, il a cette manie-là de vouloir prendre le contrôle entièrement du club. Je dis pas du vestiaire, je dis pas de l'équipe, je dis du club. Il a tendance vraiment à être énergivore, en fait. Il prend vraiment tous les partis. Dans quel sens? Dans le sens où il veut avoir la mainmise et sur ses coéquipiers, sur un peu la manière de jouer de l'équipe sur le terrain. Donc on va dire que Et c'est du un profil brassard. Et il et organise des du brassard mutineries. aussi. Et du Il brassard, on va se organise des mentir. mutineries. Bah oui, il organise des mutineries. Et c'est aussi ça le souci, parce que il veut faire le caballero il veut faire le caballero au vestiaire. Il veut aussi être au four et au moulin. On peut pas Je pense que ça, construire un vestiaire. c'est ses origines camerounaises, ça. Ça, c'est les origines camerounaises qui parlent. Je suis sûr. Je suis sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de dire que Kylian Mbappé claque 75 buts par saison, mais c'est aux dépens du collectif, il faut le dire. C'est deux faces d'une même pièce, et ça, tu verras jamais les médias le dire. Mais ça, c'est un autre débat. Et ça, tu verras jamais les médias le dire. Ils vont toujours aller dans son sens. Ils vont toujours dire oui, mais Kylian Mbappé a claqué 3 buts dans cette rencontre-là. Mais lorsqu'on regarde son match, le mec, en termes de positionnement dans la surface, en termes de coordination et de gestion d'espace avec ses ailiers, mais c'est catastrophique. Je vais donner un exemple. Vini, il va déborder son ailier, il va éliminer un défenseur, deux défenseurs. Lorsqu'il va falloir faire le centre en retrait, euh, il y aura un vide dans la surface. Il y aura un vide parce que Kylian Mbappé aura décidé de décrocher, soit en numéro 10, soit dans le demi-espace côté Vinicius. Ça n'a aucun sens. En termes de répartition d'espace, ça n'a aucun sens. Kylian Mbappé, tu te rends compte qu'aujourd'hui, que sa zone d'influence, il veut et le côté gauche et l'axe offensif. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Donc, comment dire, il déboulonne le système offensif de son équipe. Donc, il en profite totalement, mais derrière, la coordination n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens aujourd'hui. Et ça, on retrouvait déjà ça au PSG. Au PSG, c'était 15 fois plus grave parce que monsieur avait la main mise sur le club. On rappelle que c'est un mec qui, même si c'est pas officiel, a quand même dégagé l'ossature Marco Verratti, Neymar, Messi. Et une fois qu'il a eu son mercato à lui, avec Luis Campos et tout, il a eu peut-être la meilleure saison statistique de sa carrière, mais au dépend encore une fois de la qualité collective. Et c'est bien là le souci, parce qu'aujourd'hui, il arrive au Real. Son arrivée aujourd'hui, comment dire, elle ruine le système dans le sens où elle annule la fonction première de Vinicius, qui est d'être le détonateur sur le côté gauche, et elle annule la fonction box-to-box de Jude Bellingham. Donc tu perds deux assets à ce niveau-là. Parce que la saison 23-24, où elle prend la Ligue des Champions, c'est Vinicius sur le côté gauche qui a toute sa zone pour lui. Et en l'absence d'un numéro 9, faut le dire, ce n'était pas censé être éternel non plus. Mais tu avais Jude Bellingham qui pouvait se prendre la latitude de faire le box-to-box, de partir du milieu de terrain et placer une tête, placer un pied sur un centre bien placé. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de dire, oui, il y a une dépendance statistique Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, si le jeu du Real est aussi désossé, j'ai envie de dire qu'il est quand même sacrément responsable. Et je vais même pas parler du vestiaire qui part en sucette. J'ai failli flancher. Le vestiaire qui part en sucette, on va même pas parler de ça parce que ça, on sait que monsieur, c'est un peu lui le guerriero derrière tout ça. Donc j'ai envie de dire, oui, dépendance statistique, mais c'est aussi l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus du Real. Une grosse épée Yes. de Damoclès. Ouais. Je suis totalement d'accord avec l'analyse d'Edson parce que pour moi, la dépendance que peut avoir le Barça avec, avec Pedri ou Rafinha, elle peut être remplacée par Ferran Torres sur un match, un match ou deux. Tu vas avoir Firmine qui peut potentiellement au milieu de terrain se dire, OK, bah c'est moi le patron aujourd'hui, je vais y aller. Il a montré plein de fois en Ligue des Champions. Même en championnat, je l'ai vu faire de grosses prestations. Je pense qu'un Pedri peut, quand l'effectif du Barça sera au complet, quand Gavi, tout ça va revenir, il y aura,
il y aura quelque chose. Il y aura une vraie ossature. Alors, ça va peut-être pas tourner pareil que quand Pedri va être là. Parce que De Jong, il fait quand même une saison. On parle pas beaucoup de De Jong, mais sa saison, Ah, De Jong, j'aime bien. elle n'est pas vraiment, elle n'est vraiment pas mauvaise. Pour moi, il vieillit plutôt bien. Il stabilise, il contrôle. Il est un peu plus, je le trouve un peu plus dans la gestion de ses émotions, un peu moins à fleur de peau. Est-ce que ça se passe mieux Hmm. dans sa vie perso? J'en sais rien, C'est mais peut-être le brassard aussi. ouais, peut-être aussi qui le stabilise et qui le rend un peu. Moi, je trouve qu'il a pris en maturité. Je trouve Ouais. que c'est un garçon qui a pris beaucoup en maturité. Ça se ressent beaucoup dans son jeu. Et effectivement, tu as moins une dépendance. Euh, Tu sens qu'en fait, au Barça, ils se font confiance les uns les autres. Elle est là la grosse différence. C'est que si Yamal il passe un peu à côté de son match, bah c'est pas grave. T'en as un autre qui va se dire, allez, il y a un petit jeune qui va se dire, allez, j'y vais. Au Real, si Vini il boude, si Rodrigo il boude, si Bellingham il boude, c'est parce qu'il y en a un, déjà, effectivement, qui phagocyte un peu tout le reste. Et C'est ils disent, bah, ça sert à rien en fait. Et moi, je me mets un peu à leur place. Alors, c'est des enfants, ils agissent comme des enfants pourri gâtés, t'as absolument raison. Ancelotti, c'est un peu le papy gâteau. Et quand tu vas chez lui, tu sais que tu vas bien manger à chaque fois et tu vas faire ce que tu veux, regarder ce que tu veux. Mais derrière, ils ont apporté une Ligue des Champions, ils sont allés la gagner un peu contre toute attente. Mais il y avait quand même Kroos, Modric pour leur dire, hey, là, vous allez un peu trop. Il y avait les grands frères. Et il y avait un peu les mecs pour dire, eh, on se calme et tout. Le problème, c'est que là, on les a trop vite, des Valverde, des Bellingham, tout ça, on les a mis trop en tant que leader de cette équipe, alors que pour moi, ils étaient pas prêts. On leur dit, bah, il y a un mec qui arrive, il va avoir le même statut que vous, mais il a rien prouvé. Parce que tout le monde se raccroche à sa Coupe du Monde, et je suis le premier à dire que je suis très content que, en tant que Français, qu'il ait gagné la Coupe du Monde à 19 ans. Mais c'est- enfin, c'est bon, on va peut-être passer. C'était il y a 8 ans. On va passer à autre chose. Et c'était surtout en tant que rookie, quoi. Donc, Voilà. Il il n'était arrivait, pas le seul. il avait exactement, il avait pas ce statut. Il me rappelle un peu, alors, dans une certaine mesure, Pedri. Quand il arrive, il prend la place de Thierry Henry qui, sur une pente descendante, il arrive tout un temps, il prend la place de quelqu'un à la Coupe du Monde 2010 en tant que rookie. Mais derrière, le mec, il assume son statut. Il reste humble. Et même en partant du Barça, en ayant des super stats, il passe jamais dans un statut de... Pedro n'a jamais été une superstar. Pourtant, si tu regardes sa carrière, elle est magnifique. Même aujourd'hui, à 38 ans, il porte la Lazio. Et je trouve que Kylian, enfin, le problème, c'est Pérez. Pour moi, problème numéro un du Real, c'est qu'il va falloir qu'on change de président, ça c'est sûr et certain. Ah bah, C'est pas que évident. c'est pas un petit problème, hein, ça c'est encore autre chose, mais c'est que Mbappé, moi je reste persuadé que le Real gagnera peut-être le championnat. À un moment donné, le Barça sur une saison, ça va craquer, ou le Real ça va prendre un très bon démarrage et derrière, ça pourra pas les rattraper. Le Real ne gagnera jamais la Ligue des Champions sous Mbappé. Parce que, parce que tu as besoin de soldats pour gagner la Ligue des Champions. Chose que tu n'as pas au Real Madrid parce que tu as placé un mec avec le même statut que les autres, alors que les autres, la dernière, la 15e, ils sont allés la chercher, mine de rien. Parce que ça jamais, le parcours, il est pas aussi beau que celui de la saison 2021-2022. Mais ils sont allés la chercher, les gars. Ils se sont battus pour aller la chercher. Il n'y avait pas de vrai neuf. Il y a des matchs, c'était très compliqué de s'en sortir. Vini, peut-être il sort la saison de sa carrière. Bellingham, il mettra jamais autant de buts. Rodrigo, il était on fire. Et même ceux qui rentraient, Brahim Diaz, ça y allait. Enfin, il y avait un collectif. Parce qu'il y avait des tontons, des Carvaral, qui, quand Valverde, Bellingham, ça voulait pas redescendre, t'avais une petite tape derrière la tête de oh, oh. Bah, moi aussi,
quand j'étais dans votre statut de jeune star approuvé, bah, je courais. Parce que Ramos, je pense que il a dû l'attraper une fois, plus d'une fois par le col à Carvajal. Ok, t'as bien centré. Mais ton joueur, il est là, en fait. Ribéry, il va déborder, là. Donc, tu reviens te mettre en place. Et dans ce réel-là, t'as plus de joueur qui fait ça. T'as plus un joueur, t'as pas un cadre où on te dit stop, arrête de déconner. Et tu parlais des Galactiques dans les années 2000. T'avais deux joueurs dont on parle quasiment jamais et qui Del Bosque disait qu'ils étaient fondamentaux à l'équipe. T'avais Jérémy, le Camerounais, et que t'avais McNamara. C'est des mecs que dans l'histoire du foot, on s'en souviendra jamais, sauf en Afrique, on se souviendra de Jérémy. Mais c'était deux mecs où ils arrivaient, ils parlaient, ils disaient, non, mais là, tu déconnes. Ou Club Makelele, hein, c'est un peu le même style de joueur, qui arrivait, qui disait, oh, bah les gars, moi je veux bien vous couvrir et tout ça, par contre, faut faire des efforts. Et t'as plus de joueurs comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, Valverde, il se retrouve un peu avec le brassard, un peu par défaut, j'ai Ouais. envie de te dire, Ouais. même si c'est un soldat, hein. Et c'est pas lui qui va dire aux autres, ouais, revenez courir. Bah non, en fait, Hum, Kylian, tout ça, les autres, ils vont le regarder. Bah non, ouais, c'est pas que t'es personne, mais t'es pas un statut au-dessus de nous. C'est juste le coach qui hum, t'a donné le brassard, mais ça s'arrête là. Et Ouais, t'as c'est tout pas à ce fait. respect institutionnel que tu as normalement au Real Madrid durant des années. Parce que quand c'était Ramos, je pense que quand Ramos il se levait, il n'y en avait pas un qui mouftait. Déjà, je pense qu'ils avaient peur. Après, t'as eu Kroos et Modric. Ou Benzema, où t'avais rien à dire, parce que le mec déjà il te portait, donc t'avais rien à dire. Là, tu te retrouves avec un capitaine un peu plus bas. Pour moi, normalement, ça devrait être Carvaral, mais qui est trop sur la fin. Et t'as pas de joueurs qui font le lien, parce que tu vois, des Rudiger, des Militao, c'est trop souvent blessé. À la bas, j'en parle même pas. Et je pense qu'à la bas, pour son prochain club, c'est l'EHPAD. T'as pas un mec institutionnel qui pose le cadre en disant, oh, on arrête de faire n'importe quoi. On est quand même le Real Madrid et il faut repartir sur de bonnes bases. Et, et, Et t'as plus et ça. pour toi, et pour toi, Totalement et d'accord. Courtois se fait trop voler sa femme par De Bruyne pour pouvoir être C'est respecté ça. par le vestiaire. Donc, mais ça, c'est un autre débat. C'est un Ça, autre c'est Ouais. ça. débat. Vous aussi, vous les Belges, vous avez toujours des problèmes Et ça, extrasportifs. ça c'est une dinguerie par contre. Ils sont jamais Ça, stables. Mais bon, moi, je suis totalement d'accord avec toi, coach. Mais surtout, c'est qu'au milieu de terrain, les tontons n'ont jamais été remplacés. Et même quand Ancelotti voulait anticiper, ça n'a jamais vraiment écouté. Parce que si je dis pas des conneries, il y avait Nicolo Barella qui était censé arriver, qui avait été réclamé par Il y avait, Ancelotti. il y avait Mendy qui était C'est ça, sur il y la avait shortlist. Zibanejad qui peut jouer 6 un peu, pas régista, mais un 6 un peu de contrôle, tu vois, pour remplacer. Donc vraiment, il y avait de l'idée. Il y avait, Même Declan Rice avait été cité. Donc, voilà, des mecs qui te stabilisent ton milieu de terrain, des mecs avec aussi des profils créatifs qui allaient t'apporter un peu de variété dans le jeu. Parce que là, on va pas se mentir, le milieu de terrain, techniquement, j'ai envie de dire que Kroos et Modric, ils cachaient beaucoup de choses. Parce que, je vais pas te mentir, hein, c'est le Barcelonais qui a parlé, mais Fede Valverde, je l'ai jamais trouvé au niveau du Real techniquement. Ok, il avait la débauche d'énergie qui complémentait un peu l'âge de Kroos et Modric, mais c'est un mec je n'ai jamais vraiment estimé techniquement au niveau du Real Madrid. Et le départ de ces mecs-là, qui n'ont même pas été remplacés de surcroît, et le fait de justement placer Fede Valverde, leader technique peut-être de ton milieu de terrain, c'est un peu chaud, non? Je pense pas. ah, mais je suis totalement d'accord. Pour Ah moi, oui. Valverde, il a perdu en intensité cette saison. Après, peut-être l'enchaînement des matchs sur les 3 4 dernières saisons, je pense que comme Pedri, à un moment donné, ton corps, même si t'as une hygiène irréprochable, à un moment donné, la nature te rattrape. Et Valverde, la nature le rattrape aujourd'hui. Moi, il y a un joueur, quand on parle pas beaucoup, alors peut-être parce que je suis français et que je l'adore aussi, mais Camavinga, pour moi, Camavinga a largement les capacités pour être un Kroos, pardon, ou un Modric. Mais on ne le fait pas jouer parce qu'il y a toujours des trous à combler et c'est toujours lui qu'on appelle parce que il est Je suis capable plus de tout sceptique, faire. moi. Plus sceptique par rapport à ça. J'ai confiance en Kamavinga, mais de là à dire que tu penses qu'il peut avoir le coffre quand tu veux Bien dire sûr, remplacer Kroos et bien sûr, Modric sur parce quel que sens? Mais c'est le techniquement, seul qui a la qualité technique pour déjà garder le ballon, prendre le temps d'orienter à droite à gauche,
qui a une débauche un peu comme elle avait Modric d'aller casser des lignes, lui, il est capable. Puis techniquement, je suis désolé, par rapport à Valverde, il est à milieu. Pour moi, Ah, pour moi, Tchouaméni est un joueur normalement qui aurait dû être un Casimiro bis, à être devant la défense, juste récupérer, donner, parce que pour moi, c'est là où il a été le meilleur quand je l'ai mhm, vu, quand je le vois jouer, et pas dans un truc hybride. En fait, tu te retrouves avec deux joueurs trop hybrides, avec Valverde C'est et ça. Tchouaméni, et ça marche pas. Ça Ouais. marche pas. Faut T'as même devenir héros. tenté de mettre avec ces deux joueurs-là, t'as même mis Trent Alexander-Arnold, qui lui aussi est un latéral qui ne sait pas défendre. Tu le mets au milieu de terrain parce il a une patte droite extraordinaire. Mais c'est pareil, c'est un joueur qui est trop hybride. Lui, il faut vraiment le mettre avec une sentinelle, avec un joueur box-to-box à côté de lui. Tu peux le mettre à côté d'un Valverde, un vrai 6, et là, tu vas avoir quelque chose. Mais le problème, c'est que là où je te rejoins, Edson, c'est qu'il y a un coach, effectivement, qui a essayé, avec les profils qu'il avait, d'avoir une équipe équilibrée, et Tonton Pérez qui a regardé, il a dit, oh, pas assez de stars, là. Ouais, pas assez tard. Et surtout, en fait, Pérez se rangera toujours du côté des joueurs parce que j'ai pas envie d'apporter quelque chose de cliché, mais c'est littéralement ce mec-là. Il sera toujours du côté du joueur parce que ce sont les joueurs qui fait vendre et ce sont les joueurs qui font son pain quotidien, tu vois. Et il va toujours se ranger du côté de ces mecs-là. Il y a à peine 10 ans, il y a à peine 10 ans, c'était pareil parce que Benitez avait déjà anticipé l'âge de Cristiano Ronaldo. Il avait déjà commencé à le recentrer dans l'axe. Quelque chose de totalement logique aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand on remet un peu la caméra en arrière, on se dit, bah, c'est logique aujourd'hui Cristiano dans l'axe. Sauf que Benitez, il a tenté ça. Il s'est fait griller par le vestiaire. Benitez, déjà qui passait après Ancelotti, décidément, on retrouve le même aussi sur les scènes du crime. Benitez qui avait doublé l'intensité des entraînements, un peu ce que Xabi Alonso fait. Les mecs ont commencé à câbler. Donc, même les vestiaires et les fameuses légendes dont on parle, c'était aussi des pourris gâtés, mais avec le background et le CV. Donc, au final, on se dit que c'est un peu de la faute du même personnage de Florentino Pérez de constamment se ranger derrière les joueurs lorsque quelque chose ne va pas et lorsque les joueurs sont responsables. Parce qu'au final, les joueurs au Real Madrid, on va pas se mentir, depuis 15 ans, ils n'ont jamais vraiment eu le sens des responsabilités, selon. Selon. Ouais, mhm, après, mhm, mhm. la différence d'il y a 10 ans, c'est qu'il y avait vraiment un vrai collectif, et je pense plus Oui, que c'est vrai. sous Benitez, effectivement, ça n'a pas fonctionné parce que il voulait effectivement mettre Ronaldo en neuf, qui, pour moi, sur les matchs qu'il avait montrés, était bien. Mhm. Le problème, c'est que t'avais quand même, tu pouvais pas. Et là où le vestiaire, où je rejoins un peu, je défends le vestiaire, je dis pas qu'ils avaient raison, c'est que tu pouvais pas te permettre de mettre Benzema sur le banc. Parce que lui, il voulait mettre Bale et Ronaldo, sauf que Benzema était quand même dans une très bonne forme. Et Mhm. tu pouvais. Et c'est souvent Benzema en rentrant ou en démarrant les matchs qui sauvait les matchs de Benitez. Mhm. Donc, c'est pour ça que je trouvais qu'il était un petit peu dur avec Karim. Mais moi, je pense que il va falloir je pense qu'on va repartir sur un cycle un peu comme dans les années 2010 où il va falloir un mec un peu comme Mourinho qui arrive, qui tape sur tout le monde, qui dit ouais, ouais, toi tu veux pas courir, bah pas de problème, va t'asseoir. Il y a un autre qui va courir à ta place. Tu Sauf que veux tu as pas? peu de profils comme ça. Tu as peu de profils Et comme ça. c'est pour moi, Mourinho, même s'il n'a pas gagné de trophée majeur avec le Real Madrid, c'est lui qui a remis la Maison Blanche en Mhm. ordre. Il est arrivé, il a dit, il y a une institution, il y a le président, il y a moi, après il y a vous. Enfin, il y a les supporters, après il y a vous. Il n'y a pas de, moi je m'en fous que vous ayez gagné ci, ça. C'est moi qui décide. C'est Mhm. Les ça. mecs sont Mais arrivés, en attendant l'arrivée de ce fameux coach qui va pouvoir taper sur tout le monde, pourquoi est-ce que il n'y a pas, et ça va un peu clôturer un peu le débat, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans le championnat espagnol, dans le monde du foot espagnol, ce troisième club qui peut profiter des déboires Ah, institutionnels du Real pour juste montrer sa tête? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les deux premiers
surtout le deuxième du coup, qui n'est pas en grande forme, à ce gap d'écart de points avec le troisième, pourquoi est-ce qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas... Parce que je pose la question parce que j'en ai discuté avec un pote hier après la défaite du Barça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, un autre ambassadeur de championnat du football espagnol qui peut se dire, eh ben, si vous, en fait, vous galérez, attention à nous, parce que nous, on est à ça de vous, en fait, comme d'autres championnats, quoi. Mais Bah, parce c'est que assez marrant. bah oui, pour le coup, parce que c'est comme tu viens de dire, c'est surtout marrant parce que bah en vrai de vrai, je sais pas trop comment répondre. Toi, coach, peut-être tu sauras répondre, mais moi je sais pas trop comment répondre à ce niveau-là parce que bah c'est l'histoire de la Liga en vrai de vrai. Tout simplement, c'est l'histoire de la Liga. Un club comme l'Atlético, je suis désolé, ils ont une certaine culture de la médiocrité. Les mecs, ils ont toujours la même manière de recruter. La même façon de jouer, pas trop, parce que bah, Simone s'est diversifié. Ce serait cliché de dire que Simone vient poser le Ah, bus en BID 2026. Mais on va pas se mentir, au niveau des attentes de résultats, c'est pratiquement les mêmes. On sort pas trop de notre zone de confort, c'est-à-dire on se qualifie pour la Ligue des Champions et on essaie vraiment de titiller un maximum et de gâcher un peu la fête de gros, mais ça s'arrête là. Et surtout, bah, cette culture de la médiocrité, elle vient du fait qu'il y ait trop d'écart pour aller chercher constamment un titre avec le Real et le Barça, mais il y a également trop d'écart, parce que la Liga, faut le dire, est nulle aussi. Il y a aussi trop d'écart avec les mecs c'est vrai? qui sont Enfin, c'est le justement en dernier, dessous de l'Atlético. la lanterne rouge du Big Five pour toi, championnat actuellement? Pardon? C'est la lanterne rouge du top 5 des championnats actuellement pour toi, carrément à ce point-là, ou pas, Ouais, non, pas forcément? non, faut pas abuser non plus parce que bah justement, je viens de le dire, c'est les éternels troisièmes, c'est-à-dire il y a trop d'écart. Tu peux pas être lanterne rouge du Big Five justement s'il y a trop d'écart avec le reste en fait. C'est-à-dire la Liga, si je suis pas nul en maths, t'as 20 équipes. Donc quand t'enlèves le Big 3, il te reste 17. Mais les 17 autres équipes, elles sont trop en bas de l'Atlético pour que justement ils se remuent le popotin, tu vois. Il est bien là le souci. Trop d'écart avec Mais l'hydre, peut-être. en fait, en France et en Espagne, tu te retrouves un petit peu avec le même, même si tu as des équipes, des fois, qui font des saisons de folie. Là, je pense à Lens, je pense à Strasbourg. Mais Mhm, sur le long terme, tu sais que même si là, Lyon, ça revient, mhm. tu dois souvent te retrouver avec les Paris, Marseille, Lyon, Ouais, mais qui vont alors je finir. fais exprès, je fais exprès, mais Non, mais Lyon bien était sûr. champion, Mais en fait, Montpellier était là où je champion. rejoins Edson, c'est qu'effectivement, les autres équipes, même quand le Real et le Barça sont pas au top, elles finissent toujours dans les deux premières ou alors troisième, parce que vraiment l'Atlético a sorti, quand ils sont champions, c'est qu'ils ont sorti une saison parfaite. Tu as parfait comme en 2021 pour le Ouais. coup, où tu as Suarez qui finit, non. Est-ce qu'il finit? Non, c'est Messi qui finit meilleur buteur, mais où tu as Suarez qui claque 21 golassos et on n'en reparle plus, tu vois, parce que bah, l'Atlético, encore une fois, en termes. Non, pour moi, je vais faire un parallèle culinaire, tu vois, ça tombe bien. Si le riz sans assaisonnement, il devait avoir un équivalent footballistique, ce serait clairement l'Atlético. C'est vraiment le plat. Moi, je pensais à Tottenham, mais Ah, c'est 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 vraiment- exactement la même chose. Mais c'est mais c'est littéralement ça, Tottenham. en fait. Mais C'est ouais, Tottenham et historiquement. l'Atlético, ça joue pas forcément de la même façon, mais Mhm. c'est des clubs médiocres. Mais c'est des Et bons de tu vois, ouf. et c'est des équipes qui sont condamnées. Et Mhm. pour moi, c'est des équipes, si elles veulent gagner des trophées, Mhm. bah en fait, c'était très bien quand elles étaient renversées en Europa League. Parce que c'est le seul truc où, Oui, en merci. fait, ils Merci. passent pour les mastodontes. Parce Oui, que c'est ça. il n'y a pas ce truc-là de se dire, on va aller chercher les équipes plus hautes. En fait, en Espagne, le truc, c'est que si tu regardes bien sur les 50 dernières années, t'as eu t'as eu la Corogne. Après, ça a disparu. T'as eu Malaga. Ça a disparu. Villarreal. Oh my God, bah, C'est aussi comme ça. Séville, c'est pareil. Je c'est sais vraiment. pas si c'est parce que c'est dans la formation espagnole ou autre, mais t'as vraiment deux clubs intouchables. Oui, Est-ce que c'est culturellement où on se dit, bah, c'est comme ça? Mais il n'y a pas je vois pas d'équipe qui vient s'installer là. On parle souvent de l'Atlético, ouais, mais l'Atlético, une fois sur deux en championnat, ils se font fesser par les deux équipes. Tu sais, c'est vraiment, ils vont prendre 3-0 au Bernabéu. Ils vont se dire, allez, c'est pas grave, on va aller. Ils vont peut-être gagner chez eux 2-0 contre le Barça, mais ils vont se faire fesser au Camp Nou.
Et puis, ils vont rester bon troisième. Ils vont mettre la Sociedad ou Bilbao assez loin en quatrième pour se conforter dans leur truc. Et c'est Et surtout ça, effectivement, même dans les mercatos, même quand on se dit ils vont chercher des top joueurs, on se dit ah ouais, ça y est, l'Atlético bah non, il flop. Il flop. non, Puisque c'est. ils flopent, ou alors ce sont des mecs qui s'inscrivent vraiment sur un niveau moyen dans le long terme, tu vois. Et c'est ça qui est un peu chiant avec l'Atlético parce que derrière, ils font un mercato, ils vont chercher Alvarez, ils vont chercher Alex Baena qui était un des meilleurs créateurs à Villarreal. Et Clairement. aujourd'hui, tu vois que l'Atlético, bah, ils vont chercher aussi Thiago Almada et David Anco. Ce sont des mecs, tu te dis, ok, c'est bien pour l'ossature sur les 10 prochaines années, mais 10 prochaines années de niveau moyen, tu vois. Et c'est ça qui est chiant avec l'Atlético parce que tu n'auras jamais, moi je préfère largement 3 saisons, mais de niveau incroyable du quasi jamais vu, pour que derrière tu me pondes peut-être 4 ou 5 autres saisons moyennes, tu vois. Mais tu ne me fais pas du moyen sur 10 ans. Et c'est ça un Et peu l'Atlético parce que les mecs, ils te font un mercato de fou avec une ambition qui est au rabais. Et derrière, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui 12 points à 12 points du Real, à 13 points du Barça. Ces mecs-là, ils ont fait quoi, 3 victoires sur les 7 derniers matchs. Il fallait évidemment que le Barça arrive à les relancer. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des mecs, comme tu l'as dit, pour qu'ils te sautent une saison sensation, il faut qu'ils soient en Europa League. Comme ça, ils vont taper des bons parcours. Tu te dis, l'Atlético, ah oui, c'est un beau mastodonte. Et ils vont aller potentiellement te chercher le titre à la fin. C'est un peu, selon moi, en Europe, c'est un peu le Séville premium, tu vois. Même si Séville, c'est les boss de l'Europa League, mais on s'est compris. Donc, tu as vraiment cette, comment dire, t'as vraiment quelque chose d'agaçant avec l'Atlético, sachant qu'ils ont les moyens. Et il y a vraiment ce cliché-là qui, moi, m'énerve au plus haut point, c'est qu'on dit souvent que, oui, il y a les deux mastodontes, le Barça et le Real, qui se répartissent tous les droits. C'est extrêmement faux, sachant que l'Atlético est capable de te sortir, et ils l'ont fait sur les dernières années, des mercatos à un peu plus de 300 millions d'euros quand même. Ou alors on se rapproche des 250, grand minimum. Sachant que les mecs il y a un peu plus de 7 ans, ils ont mis des 130, des 120 millions sur des joueurs Félix. Ils sont quand même capables de te lâcher des sommes incroyables. Donc ces mecs-là, ils ont largement les moyens. Sachant que Diego Simeone est l'entraîneur le mieux payé du monde, ces mecs-là, ils ont juste une médiocrité sans fin et ça ne changera pas. moi, pour moi, je me dis, Griezmann, il ne gagnera jamais la Liga. Il gagnera Bah oui, jamais Ok, la Liga. ok. moi, pour moi, Ok, c'est un ok. joueur qui incarne un peu la loose un peu de cet Atlético, un peu la loose éternelle. D'ailleurs, je crois que c'est Exactement. le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais encore une fois, Griezmann, son souci à lui, c'est que durant son pic entre 2016 et 2018, c'est que il n'a pas profité justement pour prendre ces trophées-là, mis à part la Coupe du Monde, dont il n'était même pas l'acteur principal, Mm. un des acteurs principaux, mais pas l'acteur principal. Mais durant cette période-là de prime, entre 2016 et 2018, Je te il n'a coupe pas juste allé parce chercher. il est juste l'acteur principal de l'Europa League que l'Atlético prend. C'est ça, l'Europa League. Merci. Voilà. Voilà, Merci. non, mais Ça c'est fait passer un important cap dans l'histoire du foot. parce que ça justifie juste tout ce qu'on était en train de dire, en fait, Ah sur oui, lui. bah ça c'est sûr, t'inquiète, je suis totalement dans la DA sarcasme aussi dans laquelle tu es, mais tout ça pour dire qu'il incarne un peu la loose de ce club-là. Et justement, j'ai envie de dire que l'Atlético, ça va encore une fois finir bon troisième, même dans 10 ans. C'est que là, ils viennent d'ajouter à leur arc Ademola Lookman, tu vois. Le mec, il a un instant d'impact vraiment incroyable. D'ailleurs, je le voulais au Barça, mais bon, la nationalité nigériane, c'est pas trop sexy selon Deco. Mais pour revenir à l'Atlético, ils ont vraiment ajouté Ademola Lookman, qui est un joueur à instant impact, comme le disent les Anglais un peu. Donc la vraie question avec l'Atlético aujourd'hui sur leur saison, c'est est-ce qu'ils peuvent aller chercher peut-être une demi-finale de Ligue des Champions pour espérer créer la surprise? Moi, je me pose cette question-là. Pourquoi? Parce que bah, le championnat, c'est mort. La Copa del Rey, on va pas se mentir, le Barça, ils sont sortis là. Donc, ils peuvent aller chercher une Coupe du Roi en avril et peut-être booster leur morale et surfer sur un momentum en fin de saison. Donc, moi, mon J'ai- scénario, c'est le scénario vraiment idéal pour l'Atlético cette saison, c'est je gagne la Coupe du Roi, soit face à Bilbao, alors face à la Sociedad. En tout cas, je gagne la Coupe du Roi. Ça me donne un boost mental et j'arrive vraiment à surfer sur la Ligue des Champions, car j'ai envie de dire, ils vont croiser Bruges en 16e, ils vont probablement battre Bruges et ils vont tomber sur Attention à Liverpool. Bruges.
attention à Oui, Bruges, il y a attention à beaucoup Bruges. d'équipes qui se sont cassées les dents dessus. Oui, comme nous, le Barça, on est parti taper un 3-3 là-bas, mais tu me diras, c'est le Barça, il concède des buts de tout le monde. Mais attention à Bruges, mais disons qu'il y a 80% de chances que l'Atlético les sorte. Ils vont croiser sur Liverpool qui est en saison cataclysmique. Ils vont croiser Liverpool qui est en saison cataclysmique en huitième. Désolé, mais encore une fois, le Cholismo n'est pas mort, saison 2, tu vois. Il y a possibilité que ça arrive. Ils arrivent en quart de finale, il y a potentiellement un Barça ou un PSG qui vont croiser. S'ils tombent sur le Barça, pour moi, ils sortent le Barça parce que il y a un historique en Europe, Atlético-Barça, où le Barça n'a jamais battu l'Atlético en Ligue des Champions dans son histoire. Donc pour moi, s'il y a Atlético-Barça en quart, c'est pas prêt de changer, sachant que bah, on est encore pire défensivement. Tu as regardé les contres de l'Atlético dernièrement. C'était du couteau chaud dans du beurre, pour parler cuisine encore une fois, tu vois. Donc s'ils croisent le Barça en quart de finale, il y a moyen qu'ils les tapent pour se retrouver en demi-finale, tu vois. Et à ce moment-là, tu dis que la saison de l'Atlético, elle prend un tournant inespéré. Donc vraiment, la question, pour moi, encore une fois, c'est peuvent-ils finir la saison en beauté en allant chercher une Coupe du Roi ou en allant en demi-finale de LDC pour potentiellement remporter cette dernière. Pour moi, c'est Justement, totalement possible. justement, moi je crois que du coup on va finir sur ça, mais tu m'as déjà devancé en fait, c'était de faire un petit prono sur les Mhm, clubs, les trois clubs espagnols au final, sur le championnat, bon la Copa del Rey du coup tu t'es déjà mhm. avancé et même la Coupe d'Europe au final, mais tu t'es aussi avancé sur vraiment rapidement, juste donner les pronos parce que le temps est avancé, mais juste dire selon vous le Barça finit quand, enfin où, à quelle place, tant pour le championnat que pour la Ligue des Champions, le Real pareil et l'Atlético de Madrid pareil. Du coup Edson, tu étais sur ta lancée. Mhm. Juste, je te laisse clôturer sur le Barça et le Real en très rapide. Pour toi, selon toi, hein, bien sûr. Et puis la Copa del Rey, bah, du coup, tu vas dire qu'ils vont sûrement gagner. Donc, vas-y, dis-nous tout. Bah écoute, pour moi, ça n'a pas trop changé de la dynamique. Il y a des gens, ils reprochent beaucoup au Barça de ne pas distancer cette équipe du Real, mais j'ai envie de dire qu'on a un effectif moins fourni que le Real. Donc, on va quand même gagner, mais pas avec autant de points d'écart que qu'on est supposé avoir, tu vois. On va gagner, on sera premier. Le Real deuxième, parce que encore une fois, il y a trop d'écart de points, 12 points actuellement avec l'Atlético. Je pense pas qu'avec un Kylian Mbappé qui claque 40 000 buts, ça va chuter non plus. Tu auras l'Atlético en troisième. Et en quatrième, bah, je pense que Villarreal qui fait une super saison, sous-côté d'ailleurs, et je pense qu'on devrait plus parler aussi des autres clubs comme Villarreal, comme Bilbao ou encore Elche. Mais voilà, donc tu auras Villarreal en quatrième, et pour moi, ce sera mon classement de Liga. En termes de Ligue des Champions, pour moi, le Real peut sortir face à Benfica dès maintenant. Genre, dès mercredi prochain, le Real peut sortir. Sur prochain, pardon. Dès le mercredi d'après, le Real peut sortir face à Benfica. Dès les 32e de finale. Concernant l'Atlético, moi, je vois un potentiel quart de finale, mais comme je viens de te le dire, s'il croise le Barça, ça fait demi-finale. Attention à l'Atlético avec ses renforts comme Lookman et tout ça, parce que même si on dit ouais, c'est la médiocrité, etc., ça reste une équipe de tournoi, une équipe de tournoi qui peut vraiment jouer sa carte. Par rapport au Barça, sa profondeur d'effectif qui est assez manquante et sa naïveté et son parti pris de limite ne pas défendre. Je suis désolé, ça sort en quart de finale, surtout que pour moi, bah, avec les blessures de Rafinha à répétition, qui est un élément essentiel dans le pressing de Flick, ça risque d'être compliqué. Ça risque vraiment d'être compliqué pour le Barça de rééditer la saison 2024-2025. Donc Hmm. voilà, à ce niveau-là, pour moi, mais voilà, c'est ma prédiction Bien sûr. aujourd'hui. Bien, 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 bien. Coach K, rapidement, pareil, hein, ton petit prono pour les trois clubs. Alors pour moi, l'Atlético, effectivement, c'est une équipe de tournoi, donc on peut se méfier d'eux sur je pense la Copa del Rey, c'est pas gagné, mais ils ont fait un grand pas quand même. Euh, sur la Ligue des Champions, je les vois quand même aller en quart. Après, la beauté du tournoi fait que peut-être ils iront plus loin, mais moi je les vois pas dépasser l'écart. En tout cas, pas sur ce qu'ils m'ont montré. Il y a trop de lacunes. Il y a trop de lacunes. C'est trop un peu tiré par les cheveux sur les matchs que j'ai pu analyser. Puis en championnat, ils resteront troisième parce que peut-être ils vont perdre encore des points, parce qu'ils vont peut-être plus se concentrer sur la Ligue des Champions en pensant que peut-être que là-dessus, Villarreal peut gratter un peu plus de points, mais je les vois finir quand même troisième à leur place. À leur place. Hmm.
Concernant le Barça, je les vois très bien en quart de finale, si ce n'est demi, s'ils arrivent à résoudre un petit peu leurs problèmes défensifs sur les matchs coup près. Je dis bien sur les matchs coup près. Donc ça veut dire qu'à Dix, à Alaves, tu peux continuer à prendre des buts parce que tu continueras à prendre des buts là-bas. Mais sur des matchs coup près, peut-être être un peu plus sérieux et peut-être changer la façon de défendre sur les matchs coup près. Et tu peux aller chercher une demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça mérite d'être champion parce que c'est l'équipe la plus régulière et que, mine de rien, quand même, en Espagne, la régularité paye toujours. Même quand, à un moment donné, t'as que 1, 2, 3, 4 points d'avance, c'est ta régularité qui fait que. Et que même si Kylian, effectivement, il finit la saison avec 100 buts, bah ok, t'auras mis 100 buts, mais t'auras marqué, oui, 100 buts contre les mecs qui sont derrière. T'auras pas forcément été impactant sur des matchs contre l'Atlético ou le Barça, parce que c'était ces matchs-là qu'il faut gagner. Et le Barça a plutôt bien géré ces matchs-là, sauf hier où ça s'est un peu envolé, mais j'ai envie de dire c'est la Copa del Rey. C'est pas non plus, c'est pas dramatique. C'est un épisode à prendre en compte, mais c'est pas dramatique. Donc je pense que Flix, j'espère qu'il va cogiter et j'espère aussi qu'effectivement votre profondeur de banc va pas s'effondrer parce que si ça s'effondre, bah peut-être que nos prédictions elles vont s'écrouler aussi. C'est Mais vrai. ouais, moi je vois quart demi en Ligue des Champions et champion d'Espagne. Et pour le Real, je vois une saison blanche. Voilà, il y a pas à tortiller. Je vois une saison blanche parce que je les vois pas rattraper le Barça, même si ça va coller. Peut-être toujours au Classico, mais vu l'ascendant psychologique que le Barça a pris sur les Classicos, et vu que dès qu'il y a de la tension, le Real, ça s'en prend à tout le monde, ça s'énerve dans tous les sens. Bah, c'est des matchs où, même si avant il y avait de l'intensité, ça partait dans tous les sens. Il y avait des mecs qui posaient calme, réfléchi, comme Kroos, Modric, qui disaient, OK, on part dans tous les sens là-bas, mais sur le terrain, il faut que ça soit fluide. Même un Zidane était capable de calmer ses joueurs. Arbeloa, je suis désolé, c'est un très bon joueur de foot, mais il calmera pas son vestiaire, il n'y arrivera pas du tout. Et, euh, et en Ligue des Champions, ça peut sortir très rapidement avec Benfica. Et puis même derrière, je ne sais plus quel tableau ils ont, mais je crois qu'ils sont encore dans le tableau d'Arsenal, hein, si je me trompe pas. Ça Et, prendra ça. euh, Oui, là. et on va pas faire la bis repetita de l'année dernière, mais si le Arsenal est aussi sérieux que sur ces matchs qu'ils ont eu depuis le début de saison, bah, ça va en faire qu'une bouchée, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, saison blanche. De toute Ouais. façon, s'il y a encore une saison blanche pour le Real Madrid, il va falloir quand même se poser des questions sur la superstar qui est arrivée en dernier et qui n'a toujours rien gagné. Bah écoute, on Mais- fera un bel épisode parce que je pense que de toute bon, façon cet épisode moi, était consacré au dictateur. j'ai Edson, tu un voulais petit finir, aparté. dis-moi, rapidement, hein. Bah, j'ai un petit aparté parce qu'on oublie un peu trop, un club. Un club qui a fait beaucoup parler, mais dont aujourd'hui, qui sommeille dans les tréfonds de la Liga, c'est l'Athletic Bilbao. Et Hum. pourtant, ils étaient dans nos prédictions de début de saison. Est-ce qu'on peut parler de ces fraudes ou c'est comment? On fera ça dans un prochain épisode. Et Voilà. avec les C'est mêmes, vrai que avec Bilbao, big déception quand même. Incroyable, c'est le bien de même. prolonger Nico 10 ans, mais derrière, tu proposes quoi, tu vois? J'ai trop à dire sur ce club, mais bon. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis pas très. Je voulais faire cet épisode-là parce que moi, je suis beaucoup plus les trois, les trois de devant. Donc, Bilbao, je regarde pas trop parce que moi, j'ai jamais trouvé cette équipe. J'adore regarder les matchs à San Mamés, mais c'est jamais une équipe qui m'a fait vibrer vraiment. Sauf quand Ouais. Aduriz y jouait, mais Ouais, qui marquait t'as contre nous. trop de clubs, t'as l'impression que des fois en Espagne, Oui. t'as tes deux leaders et derrière t'as que des équipes comme Tottenham, quoi. Tottenham, ils sont là, ils seraient là, c'est pareil. Tottenham, ils finiraient 3 4e, on se dirait, Ouais, ouais, mais bah, c'est leur place. Et en fait, c'est trop, il y a trop d'équipes comme ça hein, en Espagne, ouais, c'est ça. En à tout mon cas, goût. supporter à Tottenham, pour le coup, nous, on n'a rien dit. C'est Kochka qui assume ses propos. Si vous avez un truc à lui dire, vous allez le trouver dans ses Mais, DM, il n'y a aucun problème. Dans tous les mais cas, on gros, se t'es jeune. retrouvera.
On se Gros, retrouvera. Non, 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 on se mais retrouvera, il n'y a pas de souci pour un autre t'es épisode de jeune, Bilbao. t'es frais. Qu'est-ce qui peut te pousser à supporter Tottenham? Ouais, ouais, moi, Quoi? Jeune frais, mais plein c'est d'avenir. ça qui est fou. Comment? Qu'est-ce qui Ah, peut te pousser à faire c'est vrai ça? qu'aujourd'hui, C'est parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on me vanne souvent, on me dit comment ça se fait, Charbot, que tu arrives à supporter Arsenal. Mais Arsenal, sur non, les 20 dernières années, il y a un passif quand même. Il y a non, eu bien des sûr, bien sûr, choses. bien sûr. Il y a Non, eu non, des bien sûr, bien sûr. demi-finales de Ligue des Champions, il y a eu des matchs de fou, il y a eu des super joueurs. Mais Tottenham, avant Harry Kane et Son, t'avais que dalle. Bah, allez, il peut y avoir des gens qui peuvent dire, ouais, j'étais fan de truc Moussa Dembélé ou les trucs, c'est Lennon qui était là. À la Ouais, limite, Ouais, Berbatov, mais à la limite, ça, c'était ceux d'avant. Mais les supporters d'aujourd'hui, je ne leur trouve aucune raison, mais absolument aucune raison de supporter Tottenham. Et on en parlera, il n'y a aucun souci dans un autre épisode. S'il le faut, s'il faut comparer l'Atlético Madrid et Tottenham, moi, j'ai aucun problème. Parce que dans tous les cas, ce sera juste une session van. Pendant 1 heure, session van. Et ah c'est ouais, mais là, c'est la session sortez vos meilleurs. humoristique. Voilà, Et c'est là, ça. on pourra parler de Bilbao. On peut même parler de Marseille, hein, parce que Marseille-Dortmund, c'est la même chose, hein. Dortmund, on croit que parce qu'il y a des finales de Ligue des Champions, pareil, mais ça ramasse rien derrière, hein. On fera un top C'est... tailleur des clubs qui sont censés être les outsiders des champions et qui ne sont non, jamais. non, non, on va l'appeler le procédé fraude. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, le procès. C'est un Le très bon nom, procès des ça. Ça, c'est fraudes. un En tout cas, très, il n'y a très aucun On bon va nom, souci. ça. note ça quelque Non. part, Nathan. Procédé fraude. Procès des fraudes, il n'y a aucun problème, aucun souci, on le fera. Dans tous les cas, ce qui est sûr, Voilà. c'est que ni Eton ni Charbot sont des fraudes. Plus d'1 heure de qualité pour un tel épisode espagnol. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. Je pense que c'était la première, mais pas la dernière, de ce duo camerouno-ivoirien de qualité, en tous les cas. Big up à l'hommage à Jérémy, je voulais dire, mais j'ai bien aimé ce petit hommage old school. Je pense qu'Arthur appréciera. Mais en tous les cas, bah, dites-nous ce que vous en pensez hein, de cette saison-là, des clubs espagnols, votre prono, on est là sur tous les réseaux. Donc dites-nous ce que vous en pensez et on se retrouve du coup pour un autre épisode, certainement sur des fraudes des 5 grands championnats. Quoique en Italie, je sais pas si c'est encore des fraudes actuellement. Mais bon, on en parlera en tous les cas, il n'y a aucun souci. Ouais, Prenez soin de vous. Ouah, j'ai l'impression que ça se dispute de oh, maison la de Juve, bien. hein. La Juve, Ok. hein. Ah La Juve, ouais, la Roma. mais Euh, est-ce une fraude ou est-ce une institution le Napoli sous Conte. Le Napoli sous Conte. Ah, ça on en parlera, c'est vrai, on en parlera. D'ailleurs, Edson, En tout cas, il a le sourire. J'ai dit Conte, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Il sait de quoi je veux parler. Il sait Edson a de le sourire cet du afro Joker, c'est vrai. coach. De cet afro coach. On en parlera, on en parlera. En tout cas, les gars, prenez soin de vous, merci beaucoup pour votre participation. Et bon, c'est à la prochaine, hein. Prenez soin de Ouais, vous. Ah ouais. ouais. Ciao. Moi aussi, les gars.